Bonjour Jean-Florence. Bonjour Sophie. D'abord, merci de nous accueillir ici dans ton bureau. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici avec toi. Toi qui as été d'abord mon enseignant à Louvain-la-Neuve dans le cours de psychologie et théâtre, puis qui m'a conseillé quand j'ai voulu créer la troupe L'Appétit des Indigestes, et puis avec qui j'ai créé une certaine amitié. Voilà, je suis très contente de faire cet entretien de mémoire de psy avec toi. J'ai essayé de prendre quelques notes pour pouvoir te présenter. Donc, je sais que tu es philosophe, psychanalyste, docteur en psychologie, que tu as été professeur aux facultés universitaires Saint-Louis, dans les facultés de droit, de lettres, de sciences économiques, politiques et sociales, que tu as été enseignant à Louvain-la-Neuve dans le département de psychologie clinique, d'anthropologie, de psychanalyse, et directeur du centre d'études théâtrales où tu enseignais le cours de psychologie et théâtre, donc que j'ai Oui. suivi. Donc c'est un parcours à la fois clinique, à la fois académique, qui est assez dense, assez chargé, assez diversifié aussi. Est-ce qu'il y a dans ce parcours un fil conducteur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Le fil conducteur, il m'a été donné dès mes études de philosophie, qui m'a donné cette exigence de réflexion et de besoin du débat critique par rapport à tout ce que j'entreprenais. Ce qui a été très important pour mes études de psychologie, où je ne pouvais pas tout avaler comme ça, disons. Et la rencontre alors d'un professeur comme Jacques Scott, qui avait lui-même cette culture philosophique très développée, qu'il avait eu en Allemagne, en Suisse, ça m'a tout de suite parlé. Et donc cette exigence philosophique qui est aussi l'exigence d'ouverture à d'autres disciplines que celle de la psychologie. La psychologie qui a évolué d'ailleurs, on en reparlera peut-être, mais quand nous étions en psychologie, il y avait beaucoup de cours, presque un tiers de cours était de la philosophie, Mhm. de métaphysique, histoire de la philosophie, morale, etc. Tout ça a disparu progressivement pour devenir une sorte des sciences psychologiques plus étroitement, euh, oui, restreintes dans leur domaine psychologique et avec moins de dialogue, je pense, avec l'anthropologie, la philosophie, la sociologie. Et donc, ce sont toutes ces années passées aux facultés Saint-Louis qui m'ont donné d'ailleurs des collègues qui n'étaient pas des psychologues, mais qui étaient des juristes, des littéraires ou des économistes ou des sociologues, qui m'ont toujours permis de- Oui, d'avoir une grande d'avoir ces échanges et diversité. surtout d'être amené à parler dans un langage qui était accessible à tous et moi-même de recevoir ce langage qui était le leur. Et donc cet ajustement permanent a été une exigence, un fil conducteur, si on peut dire. Alors oui, Et donc, tu as fait ta thèse avec Scott sur le processus d'identification chez Freud. Et mhm. tu disais c'est un concept qui est déjà à la fois un concept charnière entre la psychologie et le théâtre. Est-ce que tu peux en dire un peu Oui, plus? l'identification, c'est à la fois un processus que nous pratiquons tout le temps pour reconnaître des visages, pour nous signaler à nous-mêmes, nous décrire nous-mêmes, à- ou pour nous prendre pour quelqu'un ou dans un rôle. Et donc l'identification, c'est aussi par quoi le comédien entre, comme on dit, dans la peau d'un personnage et est capable de lui insuffler ses émotions de manière très puissante parfois, très convaincante, au point que parfois on a l'impression que c'est le personnage qui est là en réalité. Et donc cette puissance de l'identification, elle est bien sûr éclatante dans le domaine théâtral, puisque c'est ce qu'on exploite tout le temps, qu'on apprend aussi à maîtriser dans le métier de comédien. Mais c'est aussi, pour la psychanalyse, une sorte de processus psychologique par lequel on devient humain, on, se, on devient une personne, une sorte de personnalisation progressive, d'individuation, et qui fait que on est constitué par tout le reste de rencontres importantes qu'on a faites sous la forme de ces participations à l'autre qu'on a intériorisées, qu'on appelle l'identification au sens très large. Et donc les problèmes, les difficultés psychologiques, la souffrance psychologique, ce qu'on appelle les pathologies, sont souvent des pathologies
de l'identification, c'est-à-dire de, de difficultés de rapport à l'autre, d'empathie ou de trop grande participation, de projection persécutive. Enfin, tout ça est en jeu dans le processus d'identification. Et donc, Jacques Scott m'a engagé, si je voulais faire une thèse, à parcourir l'œuvre de Freud en son entier, dans la langue allemande. C'était la condition. Et c'est aussi une dimension, un fil conducteur de ma pratique, c'est d'essayer toujours de voir les auteurs qu'on lit dans leur langue, essentiellement la psychanalyse. Ok. Et donc, est-ce que c'est cette thèse qui t'a après poussé à aller vraiment rechercher par rapport au théâtre et à la psychologie, quels pouvaient être les liens entre les deux, ou est-ce que l'idée était déjà présente avant? L'idée, peut-être pas l'expérience théâtrale, Mhm. en amateur, dans les mouvements de jeunesse, Mhm. mais aussi sur sur le plan plus théorique, le fait qu'il fallait donner un cours de psychologie du théâtre, Mhm. d'ailleurs que Scott me donnait en relais, puisqu'il n'avait plus le temps de le faire, au centre d'études théâtrales. Et donc, il fallait mettre sur pied un cours où on fasse dialoguer la psychologie et le théâtre. Alors, il fallait chercher des, des- des expériences communes ou des notions qui pouvaient s'éclairer l'une l'autre. Et le métier de comédien et tout le processus de, de plaisir théâtral, même pour le Mhm. spectateur, joue sur une série d'identifications qui sont provoquées, niées, déplacées, prises au second ou troisième degré. On joue tout le temps là-dessus. Et donc c'était un champ d'exploration énorme où intervient le mimétisme, la dimension du comique, toute la dimension de l'imitation, la fameuse mimésis, et puis les notions qui depuis les Grecs c'est de caractériser ce qui se passe au théâtre pour le spectateur, sa jouissance de spectateur, et qui est lié à ce qu'il appelle la catharsis, la purification, la provocation d'émotions qu'ils mettent en partage avec, et en même temps en distance, les deux à la fois, Mhm. avec les personnages qui souffrent ou qui ont du plaisir ou qui s'inquiètent de toutes sortes. Donc la terreur, la pitié sont aussi des liens avec, de chacun à l'autre et qui le renvoient à lui-même. Et avec ces liens que tu as faits, tu as écrit en 1997 le livre Arrêt, thérapie, liaison dangereuse, qui est vraiment un ouvrage de référence pour toute personne qui veut justement lier l'art et la thérapie. C'est un titre assez provocateur, Arrêt, thérapie, liaison dangereuse, à une époque où il y avait quand même beaucoup justement de mouvements d'art-thérapie qui se mettaient en place, qui naissaient, que c'était vraiment en grand essor. Mhm. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ça? Ben, c'est la rencontre avec François Tirciot, qui était donc directeur du centre Antonin Artaud, du club Antonin Artaud, à Bruxelles. Et à quelques-uns, on a mis sur pied un groupe de réflexion et d'échange avec des animateurs artistes, animateurs d'ateliers dans différentes institutions, hôpitaux psychiatriques, euh, homes pour personnes âgées, institutions pédagogiques pour adolescents en difficulté, enfin toutes sortes de lieux, d'espaces qui de plus en plus, depuis les années 90, engagent des artistes pour animer des ateliers. Et donc il y avait des artistes intéressés à, à échanger leur expérience d'abord et les difficultés qui naissent quand on veut pousser des gens à s'exprimer dans le cadre d'une technique bien particulière. Et l'exigence que nous avions, François Tirciot et moi, c'était que si on crée des ateliers dans des lieux psychologiques ou psychiatriques, que ce soit des artistes qui soient les animateurs, même s'ils sont accompagnés parfois de membres du personnel, psychologues ou infirmiers, etc., mais que ce soit des artistes formés à une discipline particulière qui transmettent ce que cette discipline peut apporter si on s'y met sérieusement. Et donc, si ça s'appelle art-thérapie, ben, tant mieux, mais on ne cherche pas un effet thérapeutique particulier, on crée un lieu de rencontre à plusieurs, mais aussi de rencontre d'une discipline, d'un matériau. Hein. Faire de la terre, c'est pas comme faire une vidéo ou comme chanter. Mais il faut pour ça des gens qui
soit passé par là. Et donc, on a créé donc ce groupe de réflexion avec ces artistes animateurs d'ateliers et des psychothérapeutes ou psychanalystes intéressés à ces rencontres. Et pendant 3 4 ans, au moins, oui, nous avons, une fois par mois, il y avait une rencontre où des gens venaient parler de leur expérience. Généralement, on était accueillis dans un musée de Bruxelles, le musée d'Ixelles ou les Beaux-Arts nous ont accueillis pour organiser ces rencontres. Ce qui fait que parfois on avait les œuvres autour de nous. Et alors après ça, ce qui a été fait, c'est on a arrêté à un moment donné, mais on a poursuivi sur un autre mode qui était des groupes d'intervision, où là les gens venaient parler plutôt des difficultés rencontrées. Et ça a aussi duré une année ou deux, à quelques-uns, comme ça on réfléchissait. Et c'était quoi ces difficultés Les difficultés, c'est que quand on pousse quelqu'un à s'exprimer, hein, il ne faut pas croire que tout de suite il va avoir de la créativité extraordinaire. C'est qu'il y a beaucoup d'angoisse, qu'il y a beaucoup d'inhibition, qu'il peut y avoir des décompensations devant des événements inattendus ou des impressions vécues inattendues. Et donc ça nécessite que ceux qui animent soient avertis que ça puisse arriver et qu'il ne faut pas non plus croire que le succès, c'est d'arriver à produire des belles choses, jolies ou n'importe. C'est pas ça du tout le but. Mais c'est d'amener quelqu'un à se confronter à lui-même par le biais d'un média, comme on dit. Ce média peut être très complexe. Par exemple, si c'est du théâtre, tu le sais bien, c'est extrêmement compliqué. On mobilise beaucoup de niveaux de la personne. Oui. Et bien donc, il y avait beaucoup de questions sur lesquelles on pouvait échanger. Et alors, les psychanalystes ou psychothérapeutes pouvaient évoquer des points de maniement dans certains moments de crise, d'angoisse ou comment on crée un lien, comment on essaie aussi de le limiter. Parce à l'occasion de ces ateliers, il y a des attachements qui peuvent se créer, des engouements, des séductions. Comment rester à sa bonne place, à sa juste place, quand on est animateur, comment on doit l'apprendre quand on est psychothérapeute. Donc il y avait pas mal de choses à partager, en fait. Et le livre Arrêt-thérapie et liaisons dangereuses, le titre, ben, il évoque bien sûr le livre Les liaisons dangereuses, qui date de cette époque du marivaudage, etc. Mais c'était ici pour annoncer, en dessous du mot art-thérapie, que ça n'allait pas de soi. D'abord cet accolement de deux choses, de deux domaines qui mobilisent d'autres dimensions de l'être humain, même s'il y a parfois des entrecroisements, et que l'art-thérapeute, qu'est-ce que c'est son statut? En Belgique, il n'y a pas de statut officiel de l'art-thérapeute. Il y a des institutions, il y a des groupes privés qui donnent des certificats de formation. En Allemagne, en France, en Italie, ou en Amérique, depuis beaucoup plus de temps, c'est un diplôme, ce qui est aussi en même temps gênant, enfin, parce que on exigerait en principe qu'on a une parfaite formation artistique et une parfaite formation psychothérapeutique. Oui. Bon, c'est beaucoup demandé. Donc, selon c'est très varié ce que les instituts plus ou moins officiels proposent. Et donc, ce qu'on voulait en tout cas dans ce séminaire, qui était un lieu de débat, et de ne pas être trop naïf dans l'idée que la créativité, c'est toujours bon, que ça se passe très bien. Oui, et puis aussi mettre en garde sur le danger d'interpréter finalement Oui. Alors là c'était aussi l'autre. Là, ça c'était mettre en garde, surtout quand on est dans des institutions psychiatriques ou psychothérapeutiques ou de psychothérapie institutionnelle ou de groupe, d'éviter l'interprétation, la transposition dans le langage des psys de ce qui se passe. Et qui souvent, c'est une manière de désapproprier les personnes de ce qu'elles ressentent. Parce que les psychologues croient souvent que leur langage est plus fort ou plus vrai ou plus sérieux que le langage de tout le monde. Et ça crée une dimension
d'aliénation, en fait. Comme si, oui, c'est ça, comme si ce savoir psy devait s'imposer comme ça. Donc on a aussi lutté contre la psychologisation, comme tu évoquais Mhm. tout à l'heure, tu as bien compris. Ben oui, parce que je pense qu'à l'époque et au début du mouvement d'art-thérapie, etc., il y avait beaucoup cette idée qu'on allait interpréter sur base des œuvres d'art, qu'on allait découvrir des nouvelles choses sur la personne qui était hospitalisée ou sur une autre personne. Oui, je démarre le livre sur des choses qui ont été très provocantes et qui ont inspiré cette idée de danger. C'est d'abord cet événement d'un jeune psychiatre en formation à qui on avait confié des entretiens avec un adolescent dit schizophrène, parce qu'il ne voulait de contact avec personne dans l'institution. Et ce jeune psychiatre était intéressé par l'expression du dessin. Mhm. Et donc il avait trouvé comme seule manière d'entrer en relation avec ce jeune garçon, de, de- de lui proposer de dessiner. Et le garçon amenait ses dessins. Parfois il n'en disait presque rien. Mais seulement il était accueilli avec ça. Et c'était des échanges dont le contenu, je ne sais pas lequel c'était. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que le patron du service a voulu faire des journées portes ouvertes dans son institution et faire une expo. Et il a demandé à ce psychiatre de lui donner quelques dessins de cet ado. Euh, et lorsque l'exposition a eu lieu, les gens faisaient des commentaires sur oui, l'expression de la l'angoisse schizophrénique, enfin tout ce qu'on veut. Et l'adolescent est passé dans le couloir, il a vu ça, et il s'est jeté par la fenêtre et il s'est suicidé. Et donc ça a été un coup évidemment énorme pour ce jeune psychiatre et pour l'institution. Et ça nécessitait de dire, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est une sorte de vol, Mhm. enfin de vol de quelque chose qui lui appartenait, de l'intimité, de quelque chose d'indicible, qu'on expose comme ça aux commentaires, au savoir, et au jeu de prestige qu'il y a dans le fait d'en connaître un bout sur le processus schizophrénique. Donc ben, ça a été une leçon pour moi, qui était en position de superviseur, mais qui dit, oulala, là 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 là, qu'est-ce que... Tout ce qui se joue autour de l'expression. Il y a un contexte, et c'est d'abord le contexte qu'il faut soigner quand on instaure des lieux de pratique artistique ou même d'expression, parce que c'était pas, le but n'était pas artistique du tout, mais c'était une médiation pour rentrer en relation et pour peut-être petit à petit, dans beaucoup de respect, attendre que quelque chose se passe, on ne savait pas trop quoi. Et donc l'idée est donc venue de... ça, c'était la question de l'usage qu'on fait, de ce qui est produit, comme ça, dans ce cadre-là, et qui normalement est tenu au secret, à la discrétion, et qui appartient en tout cas aux personnes, ou appartient à l'atelier, comme on dit. Ça pose toute une série de questions de pouvoir, de politique et d'argent même à un certain niveau. L'autre dimension, c'était d'autres exemples que j'avais aussi eu comme superviseur de jeunes psychologues qui voulaient lancer dans ce nouveau lieu qu'on créait à l'époque de psychiatrie sociale, de communauté thérapeutique, etc. Un atelier d'expression, de peinture. Et c'était deux psychologues qui avaient mis en place une salle d'ailleurs où les gens pouvaient venir peindre. Il y avait tous les papiers, tout ça. Mais alors les deux psychologues en question, elles-mêmes ne peignaient pas. Elles n'étaient pas plus artistes que ça, sauf qu'elles aimaient bien. Mais, mais alors ce qu'elles faisaient, c'était venir commenter derrière l'épaule comme ça de la personne qui dessinait. Ah mais ça fait tout à fait penser à ce que tu as dit de ta mère. Alors ça c'est vraiment la question d'alcoolisme. Hein, enfin. Et elles se sont étonnées après deux, trois expériences qu'il n'y a plus personne qui venait à leur atelier. Alors la sanction venait d'elle-même, parce que c'était évidemment pas du tout ce qu'il fallait faire. Hein. Oui, C'est toujours cette espèce de psychologisation, d'empire du langage psy, comme s'il était plus fort que l'autre. oui, d'un besoin de tenir une éthique Oui. vraiment Alors permanente. c'est ça, c'est la dimension éthique
de la psychiatrie en général d'ailleurs, hein, qui est soulevée. Et cette dimension éthique, elle est tout le temps à réfléchir, à réinterroger, parce qu'on cède vite sur à des tentations de savoir, de pouvoir, de séduction. Je pense que cette dimension éthique est encore plus fragilisée quand on mélange l'artistique avec la thérapie. Oui, ah oui, parce que demander, enfin, proposer, ouvrir à l'expression, de dessiner quelque chose, hein, ou même, même un modèle. Il y a il y a quelque chose d'une intimité que la personne ne connaît pas d'elle-même, qui est mise là, et qu'elle apprend peut-être parfois de manière pénible, parce qu'elle ne trouve pas ça beau. C'est moche, elle déchire, hein, alors qu'on trouve ça génial, elle le déchire. Donc on est dans un rapport où le beau, le pas beau n'est pas la question, et où c'est l'horreur, parfois le plaisir, de découvrir quelque chose de soi ou d'un fragment d'histoire ou de rencontres passées. Évidemment, ça peut être aussi l'occasion, et ça c'est tout d'entrer dans le monde de la culture, de l'art, de l'histoire de l'art, de cette longue conversation des artistes entre eux depuis la nuit des temps. Donc ça fait aussi entrer les gens dans quelque chose qui est plus large qu'eux, et donc pas dans la petite psychologie et la psychopathologie et la nomenclature psychiatrique qui les stigmatise. Donc, si possible, dans un atelier, on ne s'occupe pas de savoir quelle est l'étiquette que les gens ont reçue dans leur parcours. Oui, ce qui permet de se définir comme artiste ou comme comédien ou comme acteur plutôt Voilà, que comme, voilà. plutôt que comme patient. Oui, voilà en gros la motivation du livre en question. Et tu as remarqué des changements dans les pratiques justement qu'on appelle art-thérapie ou en tout cas dans les pratiques d'ateliers artistiques depuis l'écriture de ce livre ou de comment les choses Je ne étaient à dis pas parce que l'époque? je n'ai pas une vision très... On a eu des débats en tout cas très importants avec les gens de Paris qui s'appelle l'institution l'INECAT, je crois, là, avec Jean-Pierre Oui. Klein. On a eu des débats quand même sur la, la conception de la pratique de l'art-thérapie et même de créer des instituts pour art-thérapeutes, ce qui est possible en France, pas chez nous. Et là, il y a eu même une certaine opposition au fait qu'à un moment donné, dans ce livre sur l'art-thérapie, par exemple, Jean-Pierre Klein, qui a fait un petit que sais-je, qui est très bien, mais à un moment donné, il utilisait les dessins des gens pour montrer qu'il faisait du progrès, qu'il y avait un progrès. Et alors, on lui demandait, ouais, au nom de quels critères, de quel registre, est-ce que c'est esthétique, est-ce que c'est social, est-ce que c'est adaptation sociale, enfin, et de quelle place on se met pour juger un progrès, hein. Oui. Et donc là, il y a eu des frictions, parce que c'est quand même la tendance en psychiatrie, ou en tout cas dans les domaines du soin, où on veut qu'il y ait des progrès. Et si des services s'admettent de faire entrer, disons, l'art-thérapie, pour grosso modo, c'est évidemment pour qu'il y ait une certaine rentabilité des choses. Et donc, il y a des instituts d'art-thérapie qui sont extrêmement serrés dans des évaluations progressives. Et donc, on continue à financer si on voit que les patients répondent à des critères qui sont d'ailleurs que l'animateur doit remplir sur des fichiers hein, régulièrement. Euh, plus de liens sociaux, il a parlé plus, il s'est moins angoissé, ou il a raturé, il a tout déchiré. Enfin, on fait presque une analyse comportementale pour montrer les effets. Et donc, c'est complètement l'envers de ce que nous pouvons considérer comme... Oui, et ce qui risque d'être encore plus le cas maintenant, où on voit que la psychologie prend aussi un virage d'efficacité. Mais voilà, oui. Comme ça rentre beaucoup plus facilement une psychologie de l'évaluation. Autrefois, c'était le testing. Maintenant, on a encore d'autres méthodes scientifiques d'évaluation. Eh bien, l'évaluation liée à une rentabilité et donc à un financement, c'est assez contraignant et oppressant par rapport à
à cette conception que nous avons, nous, psychanalystes, qu'on ne sait pas où on va au départ, et que la personne va découvrir peu à peu quelque chose qui la concerne, qu'au départ elle ne sait pas elle-même, qui peut lui faire peur d'ailleurs. Et donc on doit garantir le cadre pour soutenir les va-et-vient des gens, la peur d'avancer, le besoin de guérir, le refus de guérir, enfin, et tout ça se reflète dans un atelier aussi. Alors il vaut mieux être averti, c'est pour ça que qu'un séminaire, même si c'est des artistes qui sont pas, c'est pas leur métier d'être thérapeute, mais c'était intéressant qu'ils puissent dire ce qui pesait sur eux, sur la relation de ces gens quand ils travaillaient. Et ça me fait penser tout d'un coup à cette histoire que tu racontes tout à la fin du livre avec cette dame qui tricote et puis qui détricote. Ah oui, c'est le type de l'art enfin, qui a créé à Lausanne le musée de l'art brut et qui, on lui avait dit qu'il y avait une femme géniale dans un hôpital, dans un home, qui faisait un tricot extrêmement complexe avec des couleurs et un nombre incalculable d'aiguilles. Et ça a créé l'admiration de tous. Et alors on disait, mais c'est formidable, ça va illustrer mon musée de l'art brut, parce que ça, puisque l'art brut, c'est des gens qui créent des choses qui ont une certaine beauté, un certain rayonnement, mais sans être passés du tout, par les lieux sociaux habituels de formation artistique, et qui ne répondent absolument pas aux critères, qui les ignorent complètement, les critères esthétiques. Mais il y avait quelque chose de très puissant. Et alors il était venu négocier pour lui dire, est-ce que je peux vous acheter certaines de vos... Alors elle disait, mais moi quand j'ai fini, je défais tout. Parce que ce qui comptait pour elle, c'était l'activité elle-même, et pas l'objet avec une valeur, hein, que ce soit art brut ou art maintenant contemporain, on ne sait plus très bien où sont les frontières depuis tout ce temps-là. Et donc c'était très... Elle l'a remis à sa place, quoi. Oui. Tout à fait. Et ça montre bien que c'est la propriété de la personne, ce qu'elle fait. Que si elle n'est pas dans un circuit artistique commercial habituel, mais il faut respecter évidemment cette chose. Et la question du partage, qu'est-ce que je veux partager et qu'est-ce que je veux garder? Il y a des grands débats hein, dans tous les ateliers où il y a des œuvres qui sont produites, peintures, à qui ça appartient. Et est-ce qu'on peut les mettre en vente? Dans le livre, j'évoque aussi des adolescents ce qu'on appelle des enfants du juge, enfin, dans un institut dont les moniteurs ne savaient pas quoi faire avec eux parce qu'ils voulaient les faire dessiner, les faire peindre. Et c'était l'anarchie complète dans les ateliers. Et puis, il y en a un qui était ami d'un peintre de la région, c'était en Flandre, et ils ont l'idée de dire, mais envoyer des adolescents chez un peintre. Et alors, ils ont trouvé 4-5 peintres de la région qui acceptaient que des adolescents viennent dans leur atelier, passer une journée. Alors, les moniteurs les déposaient, venaient les rechercher, et ils faisaient ce qu'ils voulaient avec ces peintres. Et ces peintres, parfois, ne peignaient pas du tout, discutaient de tas de choses, mais il y avait une ambiance, un atelier, puis il y en a qui ont pris le goût sont mis à peindre, il y en a même qui ont fait des choses tout à fait valables, et qui ont même passé du côté artistique. Mais c'est aussi très instructif sur ce quelqu'un du métier apporte dans l'authentique et dans l'incarné comme ça, plutôt que on veut bien faire de l'animation comme psychologue ou comme sociothérapeute, mais on ne se rend pas compte de la matière et de la manière dont le corps doit être impliqué. Le corps et l'autre, enfin, ce sont des petits exemples, mais dont on peut tirer chaque fois beaucoup d'enseignements. Oui. Et au niveau de l'art-thérapie, est-ce qu'il y a eu des rencontres importantes qui t'ont marqué? Mais, en effet, c'est à peu près que des rencontres. Mon parcours, dont chaque fois j'ai essayé de tirer un enseignement, une sorte de formation. Quelqu'un qui était très important, c'est Henri Beauchot, par exemple, qui était l'oncle de François Tirsiot. Hein. Donc ça a facilité les rapports, mais on a eu toute une correspondance et des rencontres avec lui.
Et quand j'étais à l'école, responsable d'école belge de psychanalyse, à une certaine époque, il y a déjà longtemps, j'avais invité Henri Beauchot à parler de sa pratique d'art-thérapie. Parce qu'après avoir été directeur d'une école pour jeunes filles en Suisse, américaine, et il avait dû arrêter ça, et il était en disponibilité, et il s'est formé à la psychanalyse, mais il avait toujours ce souci d'utiliser la dimension de l'écriture et de la peinture. Et, il était déjà âgé, donc il était, par des amis, il a pu travailler dans une institution pour adolescents psychotiques. Et c'est là qu'il a fait la rencontre de ce garçon. Et il est venu, et donc euh, qu'il a suivi pendant plusieurs années, et qu'il a amené finalement à devenir un artiste. Et, euh, et donc dans l'Enfant bleu, il a fait une transposition. Donc c'est plus lui, c'est une psychologue, mais qui essaye de, d'arracher ce jeune patient à son monde très anxieux, très fermé, très terrorisé, hein, avec tous les moments d'approche, de fuite et de rupture, de mise en danger. Enfin, et donc il s'est projeté complètement dans ce... Mais comme il avait fait l'exposé 2, 3 ans avant que le livre paraisse, moi j'ai reconnu presque mot à mot, parce que j'avais pris des notes, mot à mot, ce qu'il avait fait dans cet accompagnement, qu'on pourrait dire vraiment art thérapeutique ou un art psychanalytique. Euh, et oui, donc à la fois il écoutait bien ses paroles et il l'amenait, ce garçon dessinait des labyrinthes avec une vitesse et une virtuosité extraordinaire. Très grande complexité. Et ça émerveillait et ça saisissait tout le monde dans l'institution. Et donc il est parti du labyrinthe, du symbolisme du labyrinthe, et puis il a pu faire d'autres choses que des labyrinthes. Il a fait aussi des sculptures. Donc il y a eu une exposition que j'ai vue à Lille il y a quelques années de ce garçon. Et donc ça c'était sur le vif, et avec cette simplicité de Beauchot, cette écriture très particulière. Il a un sens du récit assez dépouillé, mais qui avance comme ça. Et il a très très bien traduit les mouvements intérieurs de ce qui se passe quand on accompagne un garçon et qu'on prend comme médiation le dessin. C'était le dessin. Donc c'était pas du tout de l'art-thérapie qu'il faisait. C'était une psychanalyse, mais il utilisait les moyens qu'il trouvait les plus adéquats pour l'accompagner. Et donc c'est un livre que je recommande à n'importe qui, parce que ça montre ce qu'on appelle les mouvements transférentiels, et de sa part à lui, et de l'attachement qu'il avait à lui. C'est devenu une amitié. Oui, et Oui. je me dis, c'est aussi la question de se dire, effectivement, peut-être que faire de l'art-thérapie, entre guillemets, c'est aussi mettre son talent au service pour donner la parole à l'autre personne, plus que d'aller justement essayer de faire sortir des choses ou d'interpréter des choses, mais donner cette parole-là. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais qu'est-ce qui apprend vraiment quelque chose à quelqu'un? Mhm. C'est ce qu'il peut produire lui-même. J'ai une fois été à un souper d'anciens de Saint-Louis, il y a quelques années, et alors il y avait des étudiantes qui avaient quoi, 30, 40 ans, enfin des anciennes étudiantes, et qui me disaient: ah, Monsieur Florence, je me souviens bien de votre cours. Alors, par curiosité, j'ai dit: mais qu'est-ce que vous avez retenu? Et ce qu'elles avaient retenu, c'était le travail qu'elles avaient dû faire, les travaux personnels que j'exigeais à l'examen, qu'il fallait amener. Et oui, j'ai travaillé ça, c'était l'enfant sauvage, ou, ou les enfants de Summery, enfin des trucs comme ça. Donc c'est ce qu'on retient de sa formation, c'est quand on a dû y mettre un bout de soi-même, quoi. Oui, Et le professeur a été l'occasion de ça. C'est pour ça qu'on lui peut avoir de la reconnaissance. Mais c'est pas son savoir qui est retenu tel quel. oui. Et donc c'est la grande illusion professorale, c'est de croire que ce savoir est transplanté comme ça, pas du tout. C'était l'occasion pour moi de réfléchir beaucoup à ce que c'est que la relation d'enseignement.
Et la relation Et donc, thérapeutique. et cette relation humaine, quand il y a un aîné qui a une compétence acquise, mais qui Mhm. peut laisser quelqu'un faire cette découverte par lui-même, mais accompagner, c'est toujours ça, c'est accompagner, c'est pas diriger, c'est parfois être très ferme. Et dans Bouchot, il y a des moments très durs. C'est cette fermeté dans le cadre, de ne pas se laisser déporter de ce pourquoi on est là, de se rappeler au nom de quoi on est là. Ouais. Et en même temps de se laisser transformer aussi. Je me dis c'est un peu une transformation mutuelle. Ben, on peut dire qu'après chaque thérapie, on n'est plus tout à fait le même parce que il y a une réciprocité. C'est pas une relation symétrique, puisqu'on est quand même celui à qui on vient demander de l'aide. Mais il y a quand même une réciprocité. Il y a un donner, un recevoir, donner, recevoir, dans toute relation, qu'elle soit pédagogique ou thérapeutique. Et dans l'art-thérapie ou dans les ateliers justement artistiques en milieu de soins, qu'est-ce que tu conseillerais pour que cette transformation puisse s'opérer? Mais les animateurs d'avoir un sens très, très vif de, de l'espace-temps que ça nécessite. Parce que l'art, c'est de la liberté, si on peut dire. Et donc, il faut d'abord la garantir, cette liberté. Par exemple, en discutant avec les gens de l'institution, avec les autorités, que cet espace va être respecté. Par exemple, qu'est-ce qui va rester secret, qui ne devra pas être mis dans des rapports ou dans des réunions de staff. Enfin, c'est des questions délicates. Hein. Et il y a des artistes qui demandent de ne pas aller dans les réunions de staff. Sinon, on va lui demander qu'est-ce qu'elle a dit, puis Oui. comparer à ce qu'il dit à son psy par ailleurs. Donc c'est ce contenant, comme on dit, cet espace réservé. Et alors de se rendre compte qu'il faut un franchissement. Quand on rentre dans un atelier, il faut des rituels de seuil, d'entrée et puis, et puis de sortie. Oui. Hein, j'avais fait ça, j'avais travaillé avec le, à Charleroi Danse, hein, avec la compagnie Mossou Bonté, avec Nicole Mossou. On allait tous les mois à Charleroi Danse pour faire de la danse avec des enfants dits autistes. On les dit comme ça. De 4, 5, 6, 7 ans. Ils étaient 8, 9. On était une psychologue qui mettait la musique. Et puis 3, 4 danseurs dont j'étais improvisé. Et on leur proposait des mouvements, des parcours sur une scène, parce qu'on avait une scène qui avait été offerte pour ce travail. Et donc, c'était d'accepter le non-contact au départ. Mais seulement d'être là, de proposer parfois de donner la main, de faire des rondes, et puis ils disparaissaient, ou ils venaient vous frapper, ou vous mordre, et puis ils repartaient. Et puis de voir aussi progressivement, en étant très non contraignant, mais en étant très présent. Parfois on a des jeux rien qu'avec un seul enfant, puis essayer d'en faire des... Qu'à un moment donné, ils se regardaient les uns les autres, ce qu'ils ne faisaient pas du tout au début. Ou qu'ils acceptaient de se donner la main. Au début, ils ne donnaient la main qu'à une animatrice ou l'autre. Et donc de voir ces fines petites choses qui se passent, minuscules, quoi, qui ne rentreraient pas dans des grands rapports d'efficacité médicale pour le ministre de Bloch. Et Ça ce que tu marcherait pas, je crois. appelles les effets thérapeutiques de surcroît, en fait. C'est-à-dire qu'on ne les vise pas. Donc une thérapie a des intentions de mieux-être, mais on ne sait pas quoi. Qu'est-ce que sera le mieux-être pour quelqu'un? Allez savoir. Et donc on ne peut pas codifier, on ne peut pas faire un programme d'action qui va aboutir à tel résultat. Or, la logique médicale et les modèles que Maliki de Bloch veut imposer aux psychologues, c'est ça. C'est effrayant. Parce que c'est la négation même de la simple liberté et du côté imprévisible d'une relation et puis d'un être humain lui-même. Alors, il faut à la fois être très rigoureux, sérieux, investi sur le cadre pour que les règles du jeu soient bien. Et une fois qu'il y a ces choses-là, une liberté à l'intérieur
qui peut s'épanouir. Oui, c'est un peu la métaphore de l'improvisation en fait. C'est mettre un cadre, mais Oui. ne pas avoir un objectif de là où ça Non. doit aller. Oui, et puis d'être aussi devant l'angoisse du rien. Mhm. Il peut se passer rien, enfin apparemment rien. Et avec le théâtre, il y a une particularité, il y a quelque chose que tu dirais de particulier avec le théâtre par rapport justement aux arts plastiques ou... Oui, tout à fait, parce que dans les arts plastiques, il y a la médiation de l'objet qu'on met, disons, hors de soi, qui devient un objet partageable dont vous pouvez perdre la propriété. Enfin, ça peut tandis que le geste théâtral est un geste éphémère qui est une fois et puis qui ne se répète pas vraiment. Il faut chaque fois le réinventer à chaque spectacle. Donc c'est l'éphémère à l'état pur. Et les vidéos qu'on peut capter ne rendent pas du tout ce que c'est que l'expérience théâtrale vécue au moment tout à fait unique où le public et les comédiens créent quelque chose ensemble. C'est ce côté impalpable, très fragile, ça peut se passer ou pas se passer. Et c'est ça la mise en danger aussi des comédiens, et surtout des comédiens qui sont, par exemple, en difficulté par rapport à eux-mêmes, à leurs sentiments de leur valeur ou de leur capacité d'aller exposer un jeu à un public. Et donc, quand on fait du théâtre, il faut être très clair sur ce qu'on propose. Est-ce que c'est de l'impro sans jamais penser qu'on va produire un spectacle devant un public, ou bien est-ce que où on prépare un spectacle? Et encore un spectacle, est-ce qu'on le fait? On le conçoit soi-même, on fait les textes, on fait tout, ou bien on reprend du répertoire. Il y a beaucoup de choix possibles. Mais le théâtre est différent, par exemple, de la peinture. Il est déjà plus proche du chant, évidemment, où c'est de soi qu'on doit faire sortir quelque chose, faire exister un autre. Faire exister un autre et lui donner une vie, mais qui est théâtrale, qui fonctionne, pas une exhibition de soi. C'est toute la difficulté d'éviter l'hystérie ou l'histrionisme, où on fait des gens qui s'expriment, une fois, ils sont contents d'avoir peut-être parfois un lieu où s'exprimer, mais le spectateur ne vient pas pour les voir s'exprimer, il vient voir Othello et il espère qu'il va croire en cet Othello-là. C'est très différent, c'est très Oui, difficile. c'est toute la question effectivement de ce qu'on Mm. montre et de ce qu'on vient Oui, voir. oui. Ce qui me frappe aussi dans ce parcours et dans ce que tu dis du théâtre, c'est cette notion d'éthique. Et puis, chez toi en général, c'est cette notion de bienveillance, d'humanité, d'humilité qui t'ont accompagné comme ça tout au long de ton parcours en tant que psychanalyste, en tant que dans le monde académique. Et je me demandais un peu, cette, cette bienveillance, cette humanité, est-ce que c'est quelque chose qui parfois t'a porté préjudice ou... Non, je vois pas. Mais j'ai eu des maîtres quand même. Mhm. Un des grands modèles de bienveillance, parce que j'étais enseignant quand même pendant Mhm. 40 ans, prof, quoi. Et c'est une attitude de respect vis-à-vis de l'étudiant. Le professeur était Jean Ladrière, qui était prof de philo. Il donnait plusieurs cours différents de philosophie. Et il avait une attitude extraordinaire d'écoute. Et quand on passait l'examen chez lui, on avait l'impression d'être le plus intelligent des philosophes qui soient au monde. Il vous regardait avec une attention. Et donc, et il n'y avait aucune prétention. Mhm. Et il avait ce souci de... Il était très rigoureux, très exigeant dans l'usage de cette langue. Il avait une magnifique langue philosophique, mais en même temps sans aucune prétention. C'est resté une grande figure pour moi, ça. Et puis, en cours de route, l'expérience analytique aussi, ben, elle est basée sur le fait qu'on s'efface comment devant ce que l'autre va dire. On ne sait pas d'avance tout ce qui va se dire. Et donc, on doit se faire plutôt espace d'accueil et puis, dans le respect. Donc voilà, c'est une école permanente de cette attitude d'écoute active.
Et sans doute aussi le fait d'avoir dû enseigner, justement, comme tu disais au début, à différentes personnes de différents horizons, t'a donné aussi une façon de parler dans un langage finalement très peu jargonisant pour, pour un psychanalyste, j'ai Ah envie de oui, dire. mais le jargon, c'est purement narcissique. Mhm, C'est se faire valoir, montrer qu'on appartient à une élite intellectuelle, alors qu'on peut très bien amener les gens à un niveau très élevé d'exigence intellectuelle mhm, en parlant de manière à être compris. Parce que la preuve de l'apprentissage, c'est quand la personne peut, dans ses mots à elle, expliquer de quoi il s'agit, en utilisant correctement les concepts, mais sans être dans la pure répétition. Et alors, c'est une école très exigeante mais d'avoir des collègues qui ne sont pas de la même discipline mhm. Ouais. et, et qui en même temps vous apprennent le point de vue de leur discipline. Par exemple, les juristes, je crois que c'est les juristes qui m'ont le plus formé à, à comprendre un peu la logique juridique, la loi, alors que les psychanalystes parlent beaucoup de la loi avec un grand L, etc. Mais qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, la loi, le droit positif, les- l'histoire des droits, le droit naturel, les questions de morale par rapport au droit. C'est toutes des questions dont- que les psychologues croient avoir compris très vite, Mhm. en lisant Lacan, par exemple, alors que c'est une très grande complexité. Et beaucoup de choses comme ça. De même la sociologie. Hein, on lit Freud, Malaise dans la civilisation, croyant qu'il dit le tout sur la psychanalyse par rapport à la société. Et on ne lit pas les sociologues ou les histoires des systèmes politiques. Et donc c'est ces séminaires interdisciplinaires moi, qui m'ont énormément formé. Et si on veut, appris une humilité de fait, Mhm. enfin de respecter le point de vue et d'en tirer quelque chose. Oui. De ne pas Mm. se laisser happer par Oui, un courant ou une oui, oui. école. Oui, Ou... en tout cas, de ne pas être dogmatique. Mhm. Mais justement, je me dis aujourd'hui, on est quand même à une époque où, enfin, moi je le vois sur les forums, etc., les psychologues se spécialisent et se surspécialisent et sont vraiment dans quelque chose de très, très pointu. Et j'ai l'impression que toi, tu prônes plutôt, ou dans ton parcours, on voit plutôt quelque chose de très, très étendu finalement, où tu as été t'abreuver à différentes sources. Oui, mais pour être vraiment sérieusement psychanalyste, par exemple, Mhm. il faut en même temps être ouvert à ce qui n'est pas la psychanalyse. Mhm. Sinon, on est un endoctrineur. Enfin, je sais pas, on est au service, non pas des patients, Mhm. des gens qui vous demandent, mais au service de quelque chose qu'il faudrait transmettre et reproduire. Et c'est ça toujours la même tentation, les narcissismes théoriques. Et donc, l'ouverture à d'autres discipline, c'est simplement être humain. Enfin, je dirais bêtement. Et donc, c'est avec cette humanité qu'on est, qu'on écoute, qu'on travaille. On est à une époque quand même où la psychologie est en train de subir un virage. Le monde d'ailleurs en général est en train de subir un virage. Est-ce que toi ça te rend pessimiste, optimiste? Est-ce qu'il y a des peurs ou par rapport à la psychologie et à cette notion d'art-thérapie aussi? Ben, je serais très, très en colère si on coupait les vivres à toutes les expériences de, où on tente de créer ces espaces-là. Mhm. Or, on a un peu peur à voir que le lobby des psychologues scientifiques, Mhm. hein, expérimentaux, etc., veut aller dans le sens d'une médicalisation en fait de la psychologie, de faire des psychologues, des paramédicaux, des presque médecins, avec des remboursements mutuels Mhm. et donc des reconnaissances d'un tout autre type au niveau social. Et en même temps, on ne voit pas comment la Belgique pourrait soutenir le remboursement des thérapies. D'ailleurs, c'est prévu pour une dizaine de séances. Et puis après, on laisse tomber les gens dans la nature. Il faudrait quand même. Voilà, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Et tous ces ateliers, justement, c'est des choses qui se passent à long terme. C'est pas des expériences qui ont un résultat. Mhm. Et donc, si c'est au résultat tangible, mesurable, objectif qu'on veut
soumettre ces expériences, ce serait grave, ce serait une atteinte à l'humanité. Hein. Alors on milite beaucoup, et justement Francis Martens, pour ça, dans cette dimension politique qui est en jeu là derrière. C'était vraiment une relation d'idéologie, de pouvoir, d'identité des gens à respecter ou pas. Alors au nom de quoi on travaille, quoi? Pour qui? C'est tout ça l'éthique, c'est au service de quoi on se trouve, pourquoi on est là, pour qui on est là. Et, et si c'est pour seulement le prestige, ou si c'est pour qu'un système fonctionne de manière rentable, économique, le plus économique possible. Évidemment, il y a une certaine psychologie aujourd'hui qui est un peu celle qui domine à la faculté aujourd'hui, celle où je ne me reconnais plus, et qui va dans le sens d'être plus conforme au système libéral, avec des vérifications scientifiques, des attestations, ce qui a été attesté, confirmé, vérifié. Alors ça veut dire que tout devient une expérimentation à vérifier, et cette part d'inconscient, disons-le, hein, le mot, C'est sorti. d'inconscient, d'imprévisible, d'angoissant aussi, qui fait partie aussi de ce qui est intéressant dans la rencontre humaine, ben, qu'est-ce qu'elle va devenir. Donc c'est plutôt de la colère contre les projets, une certaine appréhension, et en même temps une confiance que dans le quotidien, que les nécessités de la vie dans un hôpital, avec des patients, dans les expériences psychothérapeutiques, dans les ateliers, eh bien, fait qu'on ne pourra pas tout réduire. Oui. Et qu'il va y avoir, je ne sais pas, de la résistance ou des catacombes. Je ne sais pas comment on va organiser la vie humaine dans ce contexte de contraintes économico-libérales. Est-ce qu'il y a un dernier conseil, une idée, quelque chose que tu voudrais dire à la fois aux psy actuels ou à ceux qui sont en formation de psychologie, et puis aussi à tous ces artistes qui interviennent dans des milieux de soins? Non, j'ai un mot de Braque, le peintre, qui disait que la science rassure, mais l'art trouble. Ah ben ça, c'est une jolie conclusion. Très chouette. C'est préserver la dimension du trouble. Oui. Et donc de l'incertain, de la recherche. De l'art sans objectif. Ce qu'on demande à nos artistes, en fait, de prendre des risques. Oui. Ok, ben merci beaucoup. Merci également de donner l'occasion de dire un peu ses propres convictions. Merci.